Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Sharon Kamara et voici les titres. C'est le plus grand projet intégré d'extraction de minerais de fer du continent. Le méga-projet minier Simandou, lancé ce mois-ci, devrait contribuer à l'essor de l'économie guinéenne. Dans le pays, les attentes sont nombreuses. En Égypte, les entreprises locales de textiles face à la concurrence féroce venue de Turquie. Si elles reconnaissent l'intérêt d'attirer des investisseurs étrangers, elles sont nombreuses à réclamer plus de réglementation dans le secteur. Enfin, au Nigeria, l'État renonce à l'imposition d'une taxe de 15% sur les importations de pétrole étranger. Sur place, cette décision suscite des avis mitigés. Plus de 30 ans de discussions, de propositions et de changements. Le méga-projet minier Simandou a enfin été inauguré en Guinée. Si l'investissement est important, plus de 20 milliards de dollars, les ambitions le sont encore plus. Simandou devrait permettre à la Guinée de se hisser sur le podium des pays producteurs de fer. Le gisement de fer de Simandou, l'une des plus grandes réserves de minerais de fer du monde, va contribuer à l'essor de l'économie guinéenne dans les années à venir. Selon les observateurs, les réserves de Simandou, estimées à 4,4 milliards de tonnes, sont d'une qualité rare, l'une des meilleures au monde, avec une teneur estimée à 65,8%. Ce projet va certainement permettre à la Guinée de libérer son potentiel en tant que fournisseur mondial de minerais de fer et également catalyser une croissance économique inclusive, particulièrement sur le long du corridor. Le FMI estime que d'ici 2030, le produit intérieur brut de la Guinée augmentera de 26%. Filiale guinéenne du géant minier Rio Tinto, Simfer est en charge du développement de la partie sud du site minier, tandis que le groupe Winning Consortium Simandou gère la partie nord. L'investissement est colossal. Simandou élargira le secteur minier mondial de Rio Tinto. Aujourd'hui, le projet mobilise plus de 25 000 personnes, plus de 80%, et peut-être 82% pour être plus précise, de notre main-d'œuvre en fait est composée de ressortissants guinéens. D'ici 2028, l'exploitation du gisement de fer de Simandou permettra d'atteindre une production de 120 millions de tonnes par an. Et pour mieux comprendre les répercussions sur la population locale, nous recevons l'économiste Abdoulaye Guirassi. Bonjour Monsieur Guirassi et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Guirassi, il aura fallu attendre 30 ans pour que ce projet voie le jour. Que représente cette inauguration après tant d'années d'attente ? C'est même plus que 30 ans. Vous parlez de 30 ans, mais ça va jusqu'à 50 ans, parce que c'est depuis au lendemain de notre indépendance. Avec le président Ahmed Sékou Touré, ce projet aura connu une gestation très difficile. C'est un tournant majeur, un tournant décisif et structurel pour notre économie. C'est actuellement le plus gros projet minier en Afrique et c'est encore le plus important investissement jamais réalisé par Rio Tinto à travers le monde. Et quelles sont les attentes de la Guinée à long et court terme ? Ce lancement marque véritablement une nouvelle ère pour la Guinée en devenant un acteur majeur dans la chaîne d'approvisionnement du minerai de fer à travers le monde. La Guinée compte engranger à tous les ans, à travers ce projet-là, 1 milliard de dollars en termes de gains financiers directs pour la Guinée. Et donc la Guinée a réussi à mettre en place un projet de développement économique et social appelé Simandou 2040, qui est différent du projet Simandou. Il y a souvent un amalgame que les gens font. Il y a Simandou, le projet Simandou, qui est un projet mine infrastructure. Mais à côté de cela également, la Guinée a mis en place une vision sur les 15 prochaines années, qui est une vision de développement. Simandou 2040, c'est 200 milliards de francs guinéens estimés entre 2025 et 2040. Alors, Simandou est pour nous un levier, nous permettant non seulement de nous enrichir localement, de réinvestir ces fonds-là dans nos projets de développement, mais c'est aussi un moyen pour nous permettre d'aller chercher des fonds à l'international, dans les marchés financiers internationaux. Simandou est présenté comme le projet minier le plus important d'Afrique. Comment est-ce que la population locale y est intégrée ? Le côté local a été un pan important des négociations avec les partenaires guinéens.
Le projet Simandou privilégie, comme je l'ai dit tantôt, l'embauche des Guinéens en particulier. Ça, c'est pas négociable, surtout pour le poste administratif. Le plus important, c'est le capital humain. En termes d'emplois directs, on va créer 450 000 emplois en pleine capacité opérationnelle. Ces emplois couvrent non seulement l'exploitation minière, le traitement des minerais, la maintenance ferroviaire, les opérations portuaires, les services de soutien, etc. Mais le projet a quand même reçu quelques critiques. Les rapports documentent également des préoccupations sérieuses en matière d'expulsion des communautés. Le corridor transguinéen de Moribaya, en passant par Kerouané jusqu'à Beida, les rapports ont bien documenté les préoccupations en termes d'expulsion sans compensation adéquate des populations. Ça, c'est l'un des goulots d'étranglement du projet Simandou. Je crois que le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied pour justement résorber ce problème-là. Et là qu'il trouve la participation de la Guinée assez dérisoire. Parce qu'on a créé une entreprise de co-développement appelée la CTG. La Guinée à 15%. Nous prenons ces 15%-là, c'est pour nous une position stratégique, un début de négociation. Il ne faut pas voir seulement le gain de la Guinée en matière de 15%, mais il faut voir tout ce qui est gains collatéraux attachés à Simandou, notamment en matière de fiscalité. La Guinée va recevoir les impôts miniers sur la production, également les royalties. L'autre gain auquel la Guinée peut s'attendre, c'est la création d'un fonds souverain. La Guinée va créer, dans le deuxième trimestre 2026, un fonds souverain qui va gérer les ressources issues de Simandou. Ce qui sera également utilisé par la Guinée comme un levier nous permettant d'aller chercher des fonds dans le marché financier international à des tarifs concurrentiels. Merci M. Guirassy d'avoir répondu à nos questions. Merci madame. Les producteurs de textiles d'Égypte tirent la sonnette d'alarme, étouffés par la concurrence venue d'ailleurs. Pour eux, les autorités devraient mettre en place des mesures plus avantageuses pour les locaux, ce qui n'est pas encore le cas. Si l'Égypte est devenue un pôle d'attraction pour les investissements industriels turcs, les fabricants locaux regrettent que leurs concurrents étrangers bénéficient d'avantages qui leur sont refusés. Toute entreprise turque qui souhaite s'implanter en Afrique trouve en Égypte les conditions idéales pour établir sa présence, car ce pays est une porte d'entrée majeure vers l'Afrique et les États du Golfe. Près de 800 entreprises turques opèrent aujourd'hui en Égypte, avec des investissements dans les secteurs du textile, des tissus, du verre et des appareils électroniques. Les résultats sont frappants. Les exportations de vêtements ont grimpé de 23% pour atteindre un niveau record de 2,21 milliards de dollars en 8 mois. Le gouvernement se réjouit de la création de 3200 nouveaux emplois. Les investisseurs turcs ont des capacités financières très élevées, mais ce n'est pas notre cas. Nous disposons d'une main-d'œuvre bon marché et notre monnaie est flexible par rapport au dollar, ce qui rend nos produits égyptiens plus attractifs et nos prix plus intéressants que ceux de la Chine. Mais le pays ne nous aide pas à produire avec une meilleure qualité. Le gaz est cher, les produits que nous importons sont chers à cause du dollar. Nous fabriquons. Si le pays nous aidait, nous ferions mieux. Alors que les investissements turcs s'accélèrent et que les exportations atteignent des niveaux records, l'avenir industriel de l'Égypte est incertain face à une concurrence venue d'ailleurs. Le Nigeria a suspendu son projet d'imposer une taxe de 15% sur l'essence et le diesel importés. Le gouvernement affirmait que cette taxe contribuerait à relancer la raffinerie locale et à réduire la dépendance vis-à-vis des carburants étrangers. Mais il a finalement préféré reporter cette mesure. Dans la ville de Jos, Kingsley Agoa gère cette station-service qui dépend principalement du pétrole importé. Pour lui, la volonté du gouvernement d'augmenter la production locale est une bonne initiative. Ici, les distributeurs cherchent toujours des excuses pour justifier leur comportement. Ainsi, avec l'ajout des droits de douane à l'importation, ils diront que c'est la raison pour laquelle les prix augmentent.
L'agence nigériane de régulation du secteur pétrolier indique que le pays a importé plus de 600 millions de litres d'essence entre octobre 2024 et octobre de cette année. Les régulateurs affirment que la suspension des droits de douane visait à donner aux raffineries émergentes la possibilité de se développer et à terme à contribuer à stabiliser les prix à la pompe. Un projet impossible selon les experts pétroliers tant que les raffineries publiques nigérianes minées par la corruption ne seront pas rénovées ou privatisées. Si le gouvernement fédéral du Nigeria continue à réhabiliter les raffineries de Warri, Port Harcourt et Kaduna, je dirais qu'il fait n'importe quoi. À sa place, je les démantèlerais et les vendrais, car elles fonctionnent à perte depuis des années. La compagnie pétrolière nationale du Nigeria affirme qu'elle examine différentes options, notamment la vente des raffineries à des investisseurs capables de les exploiter de manière plus durable. Malgré les efforts récents pour relancer la production nationale, les importations continuent de dépasser la production locale. Le Nigeria peine donc toujours à répondre à sa propre demande en carburant. Et c'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations et d'actualités économiques, restez sur Africa News ou rendez-vous sur notre site africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.